Merci d'avoir répondu aux si nombreux présents à l'invitation des trois loges, Léon Blum, Judaïsme Pluriel, Ben Gourion et Célec. Je cède la parole à l'initiateur de la soirée. Je salue Emmanuel qui s'est venu beaucoup de mal pour cette soirée. On va faire un concours d'histoire juive ce soir. On peut terminer comme ça, moi je suis tout à fait d'accord et je pense que la majorité sera d'accord. Je voudrais saluer notre invité, d'abord pour son courage, sans égal, depuis plusieurs années. Quels que soient les médias, il ne lâche rien. Le résultat de ses analyses très pragmatiques le conduisent à des éditoriaux, à des articles où il ne se démonte pas, il n'a pas peur du pouvoir en place, quel qu'il soit, et rien que pour ça, je vous demande s'il vous plaît d'applaudir. Nous avons décidé d'évoquer ce soir un sujet particulier qui n'est jamais traité, qui n'a jamais été traité, c'est le déni des médias. Et à mon sens, il n'y avait personne, ou très très peu de gens, qui aient l'expertise professionnelle de François-Olivier Gisbert, qui a commencé simple journaliste dans la presse écrite dans les années 60 au Nouvel Obs, et qui ensuite a gravi tous les échelons, reporter, directeur de rédaction, est passé à la radio, et ensuite a fait de la télévision, pardonne-moi de résumer et de synthétiser, et toujours cette franchise, et par conséquent, pour démonter l'odieux mécanisme du déni dans les médias, il nous fallait quelqu'un de cette expertise. Le déni est un refus de vérité. Or, dans notre monde démocratique, où nous avons le droit à l'information, quand le journaliste se met à pratiquer le déni, nous sommes, nous, citoyens, en défaut d'information. Et là, devient difficile d'être informé correctement. Je me demande si la première fois que nous avons pratiqué un déni au niveau national, ce n'est pas lors du nuage de Tchernobyl, qui a tué des milliers de Français, mais le déni d'abord pratiqué par le pouvoir politique et docilement relayé par le pouvoir médiatique, nous entraîne dans une spirale qui va nous conduire à retrouver ce déni lors de l'affaire du sang contaminé, où là aussi, il y aurait eu quelques mots à dire pour protéger les Français. Il y a le déni du premier attentat palestinien à Paris dans les années 80 contre le foyer d'étudiants rue de Médicis. On n'en parle pas. L'attentat de la rue Copernic, je vous rappelle que la première piste, c'est plutôt celle de l'extrême droite. Non, ce n'est que ça, pratiquement. Absolument. Et cette spirale continue, puisque même quand on sait qui fait les attentats, par exemple, de la rue des Rosiers, eh bien, on a une justice qui se met, elle, à pratiquer. Comment s'est institutionnalisé le déni dans les médias? À partir de quel élément fondateur? Techniquement, ça se passe comment? Qui a intérêt à? Qui a le pouvoir de mettre en place cette mécanique qui nous coupe du droit à l'information vraie? Bon, alors... Très belle entrée en matière. C'est compliqué de répondre comme ça parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont soulevés en même temps. L'histoire du déni, moi je l'ai traité à propos de la montée du nazisme. J'ai eu l'idée de le faire à travers un roman qui s'appelle Le Choix, qui est sorti il y a quelques années. J'ai essayé de comprendre et je voulais savoir comment ça avait pu se passer, puisque moi il se trouve que j'ai des bouts de famille en Allemagne. Je les avais vus quand j'étais tout gosse, tout petit, l'âge de 5, 6, 7 ans, il y avait de temps en temps des réunions de famille, et on voyait ces gens qui eux-mêmes ne semblaient pas avoir compris. Et quand on fait un travail, ce que j'ai fait sur la montée du nazisme, et c'est très intéressant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, on voit que personne ne voulait voir et que ça n'intéressait personne. Il y avait d'innombrables petites revues juives et des journaux juifs. Aucun, j'ai dit ça, c'est fascinant, aucun n'a parlé à aucun moment, il y a eu une recension ni d'allusion au Mein Kampf d'Hitler. Ça n'a pas intéressé à aucun moment la communauté juive, alors que c'était un livre qui appelait au meurtre. Enfin, peut-être pas autant que La France juive d'Édouard Dremont, qui était sorti quelques années auparavant en France, un livre français. Et donc, ce qui est fascinant dans cette période-là, c'est que tout le monde s'en fout. Grande indifférence. Alors, il y avait quelques intellectuels qui étaient concernés, je pense à Thomas Mann, qui était formidable pendant cette période, et quelques autres. Mais alors, lui qui faisait des conférences, qui s'agitait beaucoup, enfin, sans succès, quoi. Il n'y avait pas grand monde quand il faisait ses conférences dans les hôtels, ça ne concernait pas grand monde.
Et si vous voulez, ça, je pense que c'est aussi une attitude humaine classique devant les problèmes et devant les dangers. Alors, parce que de quoi on va parler ce soir, évidemment, on va parler d'antisémitisme. L'antisémitisme revient. Il est là, il est partout. Vous voyez, on parlait de déni. Moi, je pense que l'un des plus grands dénis qu'il y a eu ces dernières années, c'est le pogrom. Le pogrom de Sarcelles. Alors, Dieu merci, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés, mais c'est un pogrom. Quand vous regardez bien l'histoire, il y a une manifestation palestinienne avec des jeunes, et puis à la fin, bon, bah, la foule se disperse, et puis il y a quelques jeunes qui trouvent ça tout à fait normal, mais ça c'est la fonction du pogrom, on va s'amuser, on va casser des vitres, des vitrines de magasins juifs. Et puis bon, il n'y avait pas de... parce que c'était un dimanche, il n'y avait pas de juifs sous la main, donc effectivement, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort, mais c'était les rites classiques du pogrom qu'on retrouve en 2014 avec le supermarché cachère de Naouri qui a brûlé, enfin bref, ça a été des scènes, vous regardez les images, les photos, vous pouvez les retrouver sur internet, vous verrez, ce sont des scènes d'émeutes. Cherchez les papiers dans la presse, il y en a pratiquement pas eu, et il y avait effectivement chez certains, chez les gens honnêtes, parce qu'il y en a, une forme de sidération. Et puis il y a toujours l'idée de, bah oui, il ne faut pas stigmatiser, donc il ne faut pas en parler. Il y a l'idée, oui, mais pas de vague, oui, mais alors attends, on risque de faire monter la sauce, oui, mais. Oui, et je veux dire, à ce jeu-là, effectivement, on met un grand mouchoir dessus et on met la poussière sur le tapis, c'est ce qu'on a fait, et on l'a fait sur plein d'autres choses. Nous, les journalistes, je m'associe, je suis journaliste aussi, j'écris des livres, je suis romancier, ou essayiste, mais je suis aussi journaliste. Et j'aime mon métier, et j'aime ma corporation, et c'est vrai qu'elle tait régulièrement des événements énormes, parce que des pogroms, parce que c'est un pogrom, vous regardez les vitrines, c'est fascinant à regarder, le Naouri qui a brûlé, tout ça c'est là, on voit ces photos, les voitures, on voyait, enfin, bon bref, mais c'est vrai qu'il n'avait personne sous la main, mais s'ils avaient eu quelqu'un sous la main, on sait très bien ce qui serait passé. Donc, ça, c'est très intéressant. Vous savez pourquoi? Parce que quelques années plus tard, il y a eu des élections législatives. 2022. 2022, très exactement, les Sarcellois ont élu un nouveau député à la place du député sortant, qui était très laïque et très talentueux, qui s'appelle François Pupponi et qui est très courageux. Et à la place qu'il y a eu, eh bien, le LFI, Carlos Martins Bilongo, vous savez qu'il s'est rendu célèbre parce que c'est l'homme à qui le député RN aurait dit retourne en Afrique, mais c'est pas à lui qui s'adressait en fait, enfin c'est toute une histoire, enfin c'était toute une histoire. Mais Carlos Martins Bilongo, qui est un très grand ami de l'homme qui fut à l'origine du pogrom raté, ou de pseudo-pogrom de Sarcelles. C'est lui. Vous vous intéressez un peu, si vous pouvez vous balader un peu sur internet, vous verrez, il y a des vidéos où il est là avec lui, et il parle, il s'amuse de l'échec de Pupponi, etc. Enfin bref, ça, c'est ce qui se passe dans la France d'aujourd'hui, et dont il ne faut pas parler. Moi, je dirais qu'il y a aujourd'hui, en France, un antisémitisme qui monte et qui est bien vu. Il y a la cause palestinienne qui permet de, comment dire, de redorer le blason de l'antisémitisme, c'est-à-dire cet antisémitisme aujourd'hui qui prend le visage de l'antisionisme. Je vais vous donner un exemple très précis. J'en parlais ce matin sur Radio Classique. En 2023, il y a très peu de temps, dans les colonnes du journal Le Monde, journal où travaillent des gens que je respecte, et ça, il y avait autrefois Pierre Briançon-Comté, il y a aujourd'hui d'excellents journalistes, je ne vais pas les nommer parce que ça serait dommage pour eux, ça pourrait leur créer que des problèmes, donc je ne vais pas le dire, mais il y en a. Bon. Mais je lis à propos du député sortant Meir Habib. Meir Habib qui est le représentant des Français à l'étranger, notamment dans la région de l'Orient, et qui a Israël dans sa circonscription, et qui est soumis à une partielle puisque l'élection a été annulée. Je lis l'article. Meir Habib, donc, a des chances de l'emporter, tant son absence de manière et ses outrances séduisent un électorat français en Israël,
qui penche de plus en plus à droite et où les séfarades ont de plus en plus de poids. Bon, ça veut dire... On a le droit de dire ça sur les juifs, outrance, hein, vous avez bien entendu, c'est des outrances, l'absence de manière, c'est un peu mal poli, etc. Et si ils écrivent ça sur les Noirs, sur les Arabes, c'est une catastrophe. Hein. Bon, là, les Juifs, il n'y a pas de problème, ça passe. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est que personne n'en a parlé. C'est passé comme une lettre à la poste. Et c'est normal, dans un grand journal de référence. Un papier absolument abject. Une saloperie, comme, je le répète, hein, ça mérite de l'apprendre par cœur. Meyer Habib, donc, a des chances de l'emporter tant son absence de manière et ses outrances séduisent un électorat français en Israël qui penche de plus en plus à droite et où les séfarades ont de plus en plus de poids. Voilà, bon. L'ambassade d'Israël a protesté, je sais qu'il y a un procès en cours, mais bon, ça montre très bien que, voilà, ça avance. Ça avance maintenant, et ça passe très bien. Bon, il y a un procès, de toute façon, avec la justice étant ce qu'elle est aujourd'hui, il est probable que ce procès sera perdu, mais voilà, on rentre dans un système où, alors ça c'est peut-être la cerise sur le gâteau, vous avez cette députée là, qui se fait un nom en ce moment chez LFI, qui s'appelle Ercilia Soudé, vous savez, cette grande intellectuelle qui lit les papiers, là, enfin bon, bref, on va pas insister, et elle a été élue vice-présidente de l'Assemblée à l'Assemblée nationale, vice-présidente d'un groupe d'études sur l'antisémitisme. Et vous avez vu un peu le profil de la dame? Elle est dans le mouvement BDS, évidemment. Hein, elle parraine, elle aide, etc. Et son premier geste en tant que vice-présidente de ce groupe d'études, ça a été de recevoir une délégation palestinienne, très orientée, etc. Voilà. Donc ça montre dans quoi on va. Et moi, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est qu'elle n'a pas fait de vague. C'est-à-dire, bon, parce que il y a d'autres partis politiques qui sont à l'Assemblée nationale. Il y a Renaissance, il y a le Parti socialiste, enfin bon, je sais pas, ou à moins que ce soit la NUPES, ce soit difficile pour le Parti socialiste de réagir, parce que de toute façon, ce sont un peu les bourgeois de Calais, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ils ont peut-être peur de réagir. En tout cas, il y a au moins le groupe macroniste qui aurait pu réagir, ou je sais pas, ou LR, mais non, ça passe comme une lettre à la poste, c'est-à-dire, vous avez le droit. Et je crois que c'est ça le grand sujet. C'est que aujourd'hui, l'antisémitisme est revenu en France, et comme ce n'est plus seulement un antisémitisme d'extrême droite, celui-là il reste bien entendu intact, il est toujours là. Alain Soral, voilà, il fait toujours ses trucs, mais il y a la jonction qui s'est faite avec l'extrême gauche. Vous avez pu le voir à l'occasion des élections législatives, l'arrivée de Jeremy Corbyn, qui est quand même un salopard rarement vu, antisémite avéré. Il vient en France accueilli comme un personnage très important, comme un résistant accueilli par des grandes figures de LFI, je pense à Daniel Obono et à Daniel Simonet. C'est la célèbre phrase de Brecht, là, le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. On le sent aujourd'hui en France. Je veux dire, je pense, alors quand on dit ça, on peut paraître pour un exagérateur, mais les faits que j'ai cités sont quand même plus que troublants. Et puis, vous avez la montée des actes antisémites chaque année, sauf cette année, ça baisse. D'accord, mais ça c'est très bien, j'en suis très heureux. Mais c'est vrai, quand on regarde la proportion des actes antisémites et des actes anti-musulmans, il y a quelque chose qui cloche dans la proportion, quoi. Il y a beaucoup plus d'actes antisémites que d'actes anti-musulmans. Or, il y a beaucoup plus de musulmans, on peut dire 10 fois plus, et largement peut-être 10 fois plus, que de juifs. Donc il y a un problème de disproportion, et je pense que, si vous voulez, tout ça montre que, c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu as fait, Emmanuel, ce soir, c'est que je pense qu'il faut un peu se réveiller, il faut un peu réagir. Et par exemple, moi, je pense que je ne suis pas là pour faire comment dire, donner des leçons à la communauté fait son travail, moi-même je ne suis pas juif, donc qu'est-ce que je viens faire ici? Mais oui, mais je suis devenu juif maintenant, parce que c'est le juif Gisbert. Le juif Gisbert a dit ça, pourquoi? Parce que je défends Israël quand on dit des conneries, on en dit quand même souvent, et je défends aussi les juifs de France qui aujourd'hui ne sont pas, on va dire les choses, qui ne sont pas à l'aise
l'ALIA se fait quand même dans tous les départements de la l'ex-ceinture rouge. Hein. En Seine-Saint-Denis, si on comptait les Juifs, je pense que les doigts de la main suffiraient, quoi. Tout le monde est parti, il y en avait beaucoup auparavant. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Quand on a des enfants, on est obligé de se tirer parce que ça se passe mal à l'école. Bon, tout le monde le sait. On entend ça toute la journée. C'est des choses dont on ne parle jamais. Oui, il y a eu ces livres, c'est vrai, de Ben Soussan, le rapport au bain, toutes ces choses d'ailleurs que j'ai pas réagi sur le moment à l'époque. Je m'en suis un peu voulu. J'ai réagi tard, comme plein de gens, mais on se réveille les uns après les autres. Et je pense que vous, puisque vous êtes ici, évidemment, vous êtes réveillés, mais je pense que votre rôle aussi, c'est de réveiller les autres. Et de tirer les sonnettes et de sonner l'alarme, parce que quand on laisse faire, eh bien, un jour, on est surpris par ce qui se passe. Et ce qui est fascinant, vous voyez, sur l'Allemagne, c'est que rien ne prédisposait l'Allemagne à ça. Si on regarde bien, rien. Il n'y a rien qui, politiquement, porte l'antisémitisme. En France, à part une fraction de la NUPES. Il y a les choses, il faut le dire. Ils portent l'antisémitisme, bien sûr. Ils n'ont jamais manifesté, d'ailleurs, contre l'antisémitisme. Ils ont manifesté contre l'islamophobie au cri à la voix de barre, mais ils n'ont pas manifesté contre l'antisémitisme. Ça me fascine, l'attitude de LFI sur ces sujets. C'est juste incroyable. Ça, justement, je répète, c'est toujours le blason de l'antisémitisme a vraiment été redoré par l'antisionisme. Mais là, c'est plus un antisémitisme d'extrême droite, et je répète, on a les deux qui se rejoignent de toute façon maintenant, et c'est le sujet. Et puis vous avez les sondages, juste des sondages effrayants, où il y a 20% des Français, 2 fois moins en Allemagne, 20% des Français qui pensent qu'il y a un complot juif mondial. Je ne suis pas sûr que ce soit juste des gens d'extrême droite. Je pense que justement, il y a un mélange. Et je pense que, à travers ça, d'ailleurs, il y a des imams qui font un très beau travail. Je pense à l'imam Chagoumi, très attaqué dans le monde, d'ailleurs, dans toutes sortes de journaux. Je me souviens, moi, à l'époque, je travaillais à la Provence, il est venu. Alors, il ne représente rien. J'ai toujours ça, il ne représente rien, etc. Il est venu à Marseille, il était reçu par tout le monde, très bien reçu, et j'ai une autre image de lui. Je veux dire, je ne dis pas qu'il a toute la communauté musulmane derrière lui, mais enfin, il est accueilli normalement, il n'y a pas eu du tout, à aucun moment, quand il est venu à Marseille pour une visite, il n'y a eu nulle part la politique de la chaise vide, les gens discutaient, l'accueillaient, parlaient avec lui, etc. Donc, si vous voulez, le gros problème que nous avons aujourd'hui dans les médias, puisque la question c'est le déni, le gros problème de la question dans les médias, c'est ce que j'appelle le théorème du Monde. Le journal Le Monde, il a trouvé un truc qui est pas mal, et qui marche assez bien, et qui est repris partout. C'est tout bête. Tous les Arabes, j'oublie les Kabyles et les Berbères et tout ça, hein, parce que l'Algérie, c'est pas seulement des Arabes, et puis bon, puis les Tunisiens, les Marocains, dans tout ça, il n'y a pas juste toujours des Arabes. Ils ont conquis, c'était les colonisateurs d'avant, mais bon. Enfin bref, tous les Arabes sont musulmans, tous les musulmans sont islamistes, oui, puisque regardez, si vous lisez bien le monde, l'imam Chagoumi est un salopard, qui ne présente rien, etc. Enfin, dès qu'il y a un modéré, tout le monde lui tombe dessus. Donc, tous les Arabes sont musulmans, tous les musulmans sont islamistes, et donc dès que vous êtes anti-islamiste, ben, vous êtes raciste, vous êtes anti-arabe, mais c'est très simple. Donc, il faut soutenir les islamistes. Enfin, à condition qu'ils ne soient pas des terroristes, mais il y a beaucoup d'islamistes qui ne sont pas des terroristes, enfin, pas pour l'instant en tout cas, ça viendra peut-être pour l'instant, ils ne le sont pas tous. Donc, si vous voulez, et c'est ça qu'il faut faire sauter. Donc, quand je dis intervenir, je pense que il faut attaquer sur tous les sujets. Parce que, bon, il y a le déni quand il y a des événements qui se passent. Par exemple, je trouve incroyable que le papier du Monde soit passé comme une lettre à la poste aussi, c'est complètement dingue. Je suis aussi fasciné de constater que des vérités historiques sont complètement déformées. Bah, c'est la fameuse histoire de la Palestine. La Palestine est une terre arabe que les Juifs ont essayé de prendre, de voler aux Arabes après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça ce que pensent 90% des Français si on les interroge. C'est parfois d'ailleurs même ce qu'ils apprennent à l'école. Et ça, bon, il faut apprendre
aux gens que c'est faux. Il faut expliquer, il faut parler, il faut développer. C'est très facile, il y a 50 trucs. C'est pour expliquer que, bah oui, Palestine, c'est le nom philistin, c'est le nom que l'empereur Adrien avait donné aux Juifs parce qu'ils l'emmerdaient, ils contestaient sa politique et ils résistaient. Et donc, on les a appelés comme ça, et peu à peu, ça s'est transformé en Palestine. Palestine, c'était les Juifs. 1925, vous regardez, vous prenez Larousse, vous ouvrez la page à Palestine, et vous verrez Palestine, État juif. Et puis, vous avez le Jérusalem Post à l'époque, qui s'appelle le Palestine Post. Et puis le grand orchestre juif de l'époque, le grand orchestre philharmonique, ou même l'orchestre de chant, c'était l'orchestre de chant de Palestine, ou l'orchestre philharmonique de Palestine. Donc, et peu à peu, pour des raisons sémantiques, parce que les fondateurs d'Israël, pour des raisons peut-être un peu stupides, ont décidé de repartir sur un autre nom. Et bien, ce sont les Arabes qui ont pris le nom. Mais le nom, au départ, ça veut dire juif, palestinien égale juif. Et c'est devenu bon. Et donc, ça a aidé beaucoup, cette espèce de rap sémantique, ça a aidé beaucoup à faire croire que, finalement, la Palestine était un État arabe que les Juifs avaient pris. Voilà. Et ça, par exemple, c'est rentré dans les têtes et ça n'est pas normal. Ça m'a beaucoup frappé. Je crois que c'est toi qui faisais allusion à ça, ou peut-être vous sur l'émission de Ruquier en 2017, où j'avais dit, mais c'était à propos d'un livre sur les croisades, c'était un roman, mais ça n'avait rien à voir avec. Mais je sais pas, c'est pas Belle d'amour, voilà, c'est ça. Et à un moment donné, je ne sais pas comment c'est parti, c'est Ruquier qui m'a posé la question, et j'ai dit, mais de toute façon, Israël a toujours été une terre juive, depuis, mais c'est pas depuis 1000 ans, c'est depuis toujours, c'est une terre juive, c'est historique, ça ne se discute pas. Et je me souviens, avec Bernard Lévy, qui était un peu inquiet pour moi, je sais pas quoi, qui me dit, mais t'es sûr, t'as vu de l'eau? Non, et je deviens un peu fou, comme je peux l'être parfois, et je dis, tout rouge, je dis, mais oui, mais bien sûr, c'est une terre, le monton monte un peu, et après, évidemment, ça c'est, moi je suis pas du tout sur les réseaux sociaux, à part Twitter, enfin c'est intéressant Twitter, parce que j'ai un bad buzz horrible, mais ce ne sont que des islamo-gauchistes français. J'ai le Louma, qui est le site islamiste classique et traditionnel, qui commence à me cibler un peu, et très vite qui abandonne. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a plus de culture, mais c'est dégueulasse ce que je dis, mais c'est la vérité, il y a plus de culture chez les islamistes arabes, enfin, disons, oui, musulmans, que chez les islamo-gauchistes français. Il suffit de voir d'ailleurs la teneur des discours, la teneur intellectuelle des discours, intellectuel si le mot n'est pas un peu, comment dire, c'est pas tout à fait adapté, les discours des grands orateurs de LFI, notamment de Madame Soudé dont je parlais tout à l'heure, et la teneur intellectuelle montre très bien une vacuité historique, enfin, mais ça, c'est le problème, c'est à vous tous, dans votre vie quotidienne, de rappeler l'histoire des faits historiques. Ce que je dis par exemple sur Larousse, il existe. Il suffit d'en acheter, de vous montrer, mais c'est énorme. Et les gens sont toujours sidérés quand on dit. Et le fait que Israël a toujours été une terre juive, c'est également en plein de livres. C'est historique. Ces mensonges qui sont devenus des vérités, c'était à nous de les démonter pour montrer aux Français que ce n'est pas la réalité. Parce que la vérité, vous savez, il n'y a rien de plus fort. Quand elle est là, quand on l'a fait éclater, la vérité, elle gagne toujours. L'histoire de 2014, c'est incroyable qu'elle soit pas... comment dire que... Il n'y a pas eu un papier de fond sur cette affaire, c'est incroyable. Tout le monde a peur, tout le monde était tétanisé, bien entendu. L'histoire du monde... L'article, personne n'en a parlé, parce que bon, c'est peut-être le pouvoir ou la puissance du monde, mais c'est dingue, parce que, je le répète, on ne peut pas parler comme ça des Noirs et des Arabes, et je ne penserais pas qu'on en parle, parce que je pense que effectivement ça relève du racisme, et les Juifs, oui, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire, quand on a dit ça, après, demain, on peut faire pire, puisqu'il n'y a pas de réaction, et que tout le monde s'en fout, et c'est pas grave. Mais attention, c'est pas grave. Attention, parce qu'un jour, oui, ça peut devenir important. Il y a des gens qui tentent de sauver, non pas l'honneur, mais la vérité juive.
J'ai quelques exemples en mémoire, et notamment de la réception de notre ami Gilles-William Goldnadel sur le plateau d'un certain Tadei, tard le soir sur France 3, et la technique des islamo-gauchistes est la suivante. Pour dire qu'ils sont des gens pluralistes, ils invitent Gilles-William Goldnadel. Mais le pauvre garçon se retrouve minoritaire sur un plateau avec 7 personnes qui sont ses adversaires. Total, il a 7 fois moins de temps de parole, et quand il a son temps de parole enfin, eh bien, il n'a pas le temps de tout dire, et on le traite tout de suite d'énervé. Non mais excuse-moi de ne pas être d'accord, parce que bon, Gilles William est un grand ami, mais c'est la position de rêve. On est 1 contre 7, enfin moi je l'ai fait de temps en temps dans des émissions, j'adore ça. Et tu gagnes toujours. Le problème c'est pas de gagner dans l'émission, c'est de gagner devant les téléspectateurs. Bah oui, tu es une victime. Alors je ne vais pas vous raconter, je peux vous raconter, il y a la célèbre histoire d'Ersan, qui est invité par Pollack à un droit de réponse, et c'était évidemment une émission à la Pollack, c'est un piège. Et un peu comme le faisait Pollack, il faut bien le dire, un piège débile. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des gens extrêmement hostiles. Sauf une personne qui était Brigitte Ducrot, je ne sais pas pour quelle raison, qui l'a littéralement assassinée pour la tétaniser pendant le reste du truc parce qu'il voulait continuer l'attaque. Parce que forcément, on apparaît vite beaucoup plus sympathique. Et deuxième, je pense que dans une émission de télé, parce que hélas, c'est ça la télé, moi j'en ai fait pas mal, je sais ce que c'est pas très important de t'en parler, aucune importance. Ce qui est important, c'est le moment où tu vas parler, et ce que tu dis, et tu peux le dire très brièvement. Moi, je vais raconter une émission que j'ai faite, ça m'a énormément frappé, c'était une très grande leçon de journalisme, enfin, télévisuel. C'était un très beau plateau, il devait y avoir Max Gallo, Michel Charras, peut-être même Tarak Ramadan, Elie Wiesel, enfin un truc de fou, un très beau plateau. Bon. Ah oui, non, je me souviens de ce plateau, c'était un très beau plateau. Non, attends, oui, bien sûr. C'était un très beau plateau, je me souviens. Et il y avait une fille qui ne parlait pas, que j'avais invitée parce qu'elle faisait des bouquins avec de la calligraphie chinoise, c'était des très beaux dessins, c'était magnifique, et je voulais qu'elle parle du bouddhisme. Et j'ai peut-être mis aussi une autre femme, mais tu vois, il y avait peut-être 2-3 femmes, enfin, c'était surtout un plateau d'hommes et de grosses pointures qui parlaient tout le temps, qui monopolisaient la parole, qui hurlaient, etc. C'est le genre d'émission où tu laisses un peu rouler les choses, tu interviens de temps en temps, ça marche tout seul, et puis tu sais que tout le monde va regarder parce que c'était. Bon, il y avait le show, comme on dit. Et puis, brusquement, vicieusement, peut-être à un moment donné où ça retombe, je donne la parole à la petite chose bouddhiste, la calligraphe, qui s'appelait Fabienne Vernier, je me souviens très bien. Elle a parlé 5 minutes, c'était une émission de 2 heures, hein. Elle a parlé 5 minutes. Son livre a été, à partir de cette seule émission, un des grands best-sellers de l'année. Parce qu'effectivement, pendant ces 5 minutes, elle a capté tout le monde avec un discours évidemment contre tout ce qui avait été dit. Là, c'était sur la douceur, même si Wiesel avait le même discours, mais c'était juste extraordinaire. Et tu vois, donc, c'est pas le temps de parole. Le temps de parole, ça n'a aucune importance en télévision. Donc, si tu veux, là, oui, un piège, Gilles William, que je connais bien, franchement, je ne vois pas, c'est pas lui qui a dû te dire ça, parce qu'il connaît trop la télé, mais tu as cette personne contre toi, mais c'est que du bonheur, c'est du bateau, mais tu vas t'amuser, et puis le temps de parole, t'en as rien à foutre, parce que, et même si tu les lèves, tu vas juste les exciter, les rendre encore un peu plus haineux, et plus ils seront haineux, plus tu auras de sympathie. Bon, alors il y a un autre défi auquel nous sommes confrontés, c'est l'absence de médias capables de faire une analyse pragmatique. Nous sommes passés d'un journalisme de terrain qui se livre une concurrence acharnée pour aller chercher la vérité à des pigistes qui sont des spécialistes du copier-coller de dépêches d'agence. Et la majorité des titres qui relaient et transforment ces copier-coller sont globalement de la même veine et globalement tous antisionistes. Et là, nous avons un problème parce qu'il n'y a plus dans les médias aujourd'hui une voix qui simplement est capable de raconter l'histoire chronologique de la réaction israélienne à un attentat, par exemple. On intervient dans tous les médias pour dire
les Israéliens ont attaqué. On oublie simplement qu'on a tiré des missiles de la bande de Gaza sur des civils. Alors, je ne suis pas d'accord avec ta thèse du copier-coller. Parce que, non, attends. Le gros problème, c'est pas ça. Le gros problème, c'est ce qu'on peut appeler la pensée dominante. C'est-à-dire, la pensée dominante, Israël, c'est le mal, de toute façon. Israël n'est clairement pas dans le camp du bien. Et quand tu n'es pas dans le camp du bien, quoi qu'il arrive, tu es en faute. Et donc, si tu veux, c'est pas qu'il se répète. C'est vrai que le journalisme, c'est toujours répété. Toujours par définition, il y a quelqu'un qui lance un truc, on répète, enfin, ça fonctionne comme ça. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Et ce qui est peut-être nouveau, c'est ça qui est important dans la vie depuis quelques années, c'est qu'il y a un journalisme qui consiste, mais qui se développe de plus en plus. Alors, moi, je suis un peu rassuré quand je vois la nouvelle génération. Beaucoup plus pragmatique, beaucoup moins sclérosée. Oui, des écoles de journalistes formaient des petits plénels, des plénels boys jusqu'à présent. C'est-à-dire que le monde est binaire, il y a les gentils, il y a les méchants, moi je suis dans les gentils, et tous les autres. Et puis on fait des listes, et c'est ça que j'aurais dû faire, des listes, les méchants, les gentils, etc. Je pense que ça, c'est un peu en train de changer, enfin, à la marge. Et c'est vrai que par rapport à ce qui pouvait se passer, par exemple, il y a 50 ans, j'ai commencé là, ça fait bien avant 50 ans, mais c'est vrai qu'il y avait la contradiction, c'est-à-dire qu'on s'engueulait. Il y a une espèce de doxa, c'est un mot, c'est Gramsci qui employait ce mot-là, c'est-à-dire, voilà les choses qu'il faut dire, et ça prend beaucoup plus de poids aujourd'hui que ça pouvait en prendre il y a par exemple 30 ans, puisque quand moi je commençais dans le journalisme, hélas il y a plus de 30 ans, et c'est vrai qu'on se faisait remarquer en prenant des chemins de traverse et en disant le contraire, et c'est comme ça qu'on acquérait très vite une petite célébrité, ce qui m'est arrivé quand j'avais 22-23 ans, parce que je m'amusais à dire le contraire, toujours, à la compris du journal où je travaillais, etc. Mais il n'y avait aucun problème. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est-à-dire on est vite exclu, ça c'est le problème du camp du bien, du camp du mal, les gentils, les méchants, on est dans un autre système. Un système, je dirais presque un peu religieux, quoi. C'est pas du tout la même chose. Donc on ne peut pas dire que c'est comment dire, une façon de travailler différente. La presse a moins d'argent, ça c'est sûr. Bon, mais c'est pas l'explication. L'explication, c'est quand il y a un truc qui est dit, il n'y a pas un connard qui, enfin comme j'étais à l'époque, Jean Asselin, on était plein de connards comme ça, on se disait mais non, mais attends, peut-être regarder quand même, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? C'était ça un peu l'espèce de réaction. Il y a plus ça aujourd'hui, puisque quand on est gentil, quand on est méchant, on est méchant. Donc le Hezbollah, quoi qu'il fasse, il est dans le camp des gentils, et du bien. Le Hamas, c'est la même chose, on ne discute pas, etc. Ça n'est pas traité. C'est toujours pareil. Et les jeunes des banlieues, ils peuvent faire des programmes, ils sont dans le camp du bien, il n'y a pas de souci, on ne va pas en parler. C'est plus ça. Et donc il y a une grosse pression, et c'est vrai que quand on est jeune journaliste, c'est plus compliqué qu'à mon époque, c'est beaucoup plus compliqué de casser la glace pour dire les choses. Moi, c'est vrai que je dirais presque qu'on se faisait bien voir quand on disait ça. C'était bien vu. Je me souviens, Jean-Daniel adorait ça. Bon, c'est peut-être lui qui avait fait le papier d'ailleurs sur Israël va sentir ça. Mais je veux dire, s'il y avait un petit con qui lui disait quand même, là, c'est pas bien pourquoi on dit ça. Mais c'est, je sais pas, interviewer un type qui va dire le contraire. Vous voyez, on était dans cet état d'esprit. C'est plus clair aujourd'hui, on fait la messe, c'est le catéchisme. La presse a tendance à se transformer en catéchisme. Bon, c'est pratiquement. D'ailleurs, et puis là, par exemple, le papier que je citais du Monde, on voit très bien, les séfarades sont méchants. Il n'y a pas d'histoire. Donc c'est vraiment. Ils sont méchants. Il y a les gentils, il y a les méchants. Ben maintenant, il y a une catégorie il y a un peuple qui est méchant. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas les Ashkénazes. Ça viendra, ne vous inquiétez pas. C'est dans une deuxième phase. Mais en tout cas, on sait déjà les séfarades. C'est vrai que j'avais remarqué des très mauvaises manières et une tendance à l'outrance. Alors, n'y a-t-il pas matière à être très inquiet quand on sait que la majorité des professeurs dans les écoles de journalisme sont marqués politiquement, plutôt tendance islamo-gauchiste, et que c'est eux qui forment les nouvelles générations de journalistes à venir? Finalement, demain, tout le monde pensera à peu près de la même façon. Comment est-ce que cela peut évoluer? Cher Emmanuel, je pense d'abord qu'il faut prendre le mal à la racine. C'est-à-dire que tu as oublié quelque chose d'important, c'est l'éducation nationale déjà. Puisque tu as un problème déjà à l'éducation nationale. Avant d'arriver à ce qui se passera après, à l'éducation nationale, vous savez tous, certains d'entre vous, des enfants ou des petits-enfants, hein, vous parlez avec eux, et vous voyez très bien, par exemple, ce qui s'appelle dans l'économie.
Bon, c'est des cours d'économie pour certains profs, enseignants, pas tous. Il faut surtout pas généraliser parce que c'est pas vrai. Il y a des enseignants formidables. Mais souvent, les cours d'économie, ça devait être un peu les cours d'économie de l'Union soviétique il y a à peu près 30 ans ou 50 ans, quoi, avec évidemment l'horreur du libéralisme, parce que le libéralisme, c'est épouvantable. D'ailleurs, la France, c'est un pays ultralibéral, enfin, la politique ultralibérale, ça se saurait, puisque c'est quand même 57% des dépenses publiques par rapport à la richesse nationale. Ça en fait plus, 57% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale, ça fait quand même, ça ressemble plus à un pays communiste, enfin même s'il n'y a pas la police, ça reprend plus à un pays communiste, la structure économique. D'ailleurs, peut-être ça explique beaucoup l'organisation actuelle, on voudrait bien des transports en commun, le métro qui est tout le temps en panne, ça ressemble un peu à Moscou parfois. Bon, il n'y a pas la disette, il n'y a pas les queues pour acheter des fruits et des légumes, mais quand même, on voit qu'il y a des vices de fonctionnement un peu partout qui ne marchent pas. Et ça, désolé, il n'y a que chez nous, c'est 57%, on bat tous les records. Oui, avant, on était ex-aequo avec le Danemark il est tombé, il a perdu 6-7 points. Je crois que ce sont les socialistes au pouvoir, il n'y a que pour faire ça si bien et très vite, et ça, vraiment, c'est allé très vite au Danemark, donc on se retrouve tout seul, avec notre patron, avec des dépenses publiques qui vont peut-être ne cesser d'augmenter. C'est pas comme ça que ça va. Ça, voilà, c'est l'enseignement de l'économie et l'enseignement de l'histoire et de la géographie. On sait très bien que c'est pareil. Moi, déjà, il y a 30 ans, je m'engueulais avec mon fils qui était au lycée et qui apprenait des choses incroyables, notamment sur les conflits israélo-palestiniens. Enfin, c'était complètement, on lui a mis de la merde dans la tête. Après, il a essayé d'emmerder papa, ça faisait des grandes discussions, mais bon, il est très vite revenu à la raison. Donc, si tu veux, tu as une espèce de machinerie en route, et je pense que cette machine-là, il ne faut pas la laisser faire, puisque aujourd'hui, dans l'enseignement, les parents d'élèves ont le droit d'aller vers emmerder les profs. À mon avis, c'est une erreur historique, mais enfin bon, parce que les parents d'élèves n'ont rien à foutre là. D'ailleurs, certains d'entre eux ont tendance parfois presque à tabasser les profs, à les insulter. Je pense que les parents d'élèves devraient aussi aller voir les profs en leur demandant des comptes sur pas la qualité de l'enseignement, c'est pas le sujet, mais sur le côté biaisé d'un certain nombre d'enseignements, notamment si ça touche, par exemple, le conflit israélo-palestinien, parce qu'il y en a qui ne gênent pas. Et qui ne gênent pas non plus pour saper l'enseignement de la théorie de l'évolution parce que ça va crée des remous, surtout de ne pas employer le mot Shoah parce qu'il y a des élèves qui risquent de sortir, etc. Donc tout ça, il faut être là, il faut être présent, il faut être citoyen, c'est-à-dire il faut être dans la société, il faut agir dans la société, il n'y a pas d'autre solution, c'est de peser sur la société. Jospin n'a pas été capable de se prononcer dans les années 80 lorsqu'sont apparus les premiers voiles à Creil. Je pense que l'origine du déclin de l'éducation nationale et de l'éviction des Juifs de Seine-Saint-Denis que tu évoquais tout à l'heure date de là. Quand nous écoutons le ministre de l'Éducation nationale que nous avons aujourd'hui, qui, dans ses déclarations relatives à l'assassinat de cette professeure d'espagnol assassinée il n'y a même pas 24 heures, n'est pas capable de dire qu'elle a été assassinée, est encore moins capable de dire pourquoi. On est dans le woke le plus complet, oui, bien sûr. L'idéologie woke. D'où, pardonne-moi d'insister, la confirmation de mon inquiétude. Elle est très mal en point, l'éducation nationale. La majorité de ces professeurs issus de l'immigration maghrébine, qui deviennent maintenant professeurs d'histoire et qui font un focus sur la guerre d'Algérie, par exemple, et qui ensuite font le focus qu'ils veulent sur la Palestine, je suis désolé, c'est de mauvaise augure. Je me permettrai de ne pas être d'accord avec toi, parce que tu dis ces enseignants issus de l'immigration maghrébine, moi je pense que beaucoup de ces gens-là sont une chance. C'est-à-dire qu'on est dans une époque aujourd'hui, parce que si on parlait de l'enseignement, qu'est-ce qu'on apprend sur la France? C'est un pays dégueulasse. L'histoire de France, c'est dégueulasse. Aujourd'hui, c'est ce qu'on apprend à nos enfants. C'est affreux. Bon, on a tous été pétainistes, même quand on n'était pas vivants, mais de toute façon, on est responsables. On a tous été colonisateurs. C'est de notre faute. Si les pays, on est parti il y a très longtemps, mais c'est pas grave, c'est toujours de notre faute, ce sera toujours de notre faute. Et puis on a un président inculte d'ailleurs qui a même dit que c'était un crime contre l'humanité. Ce qui est emmerdant, parce que comme tout le monde a colonisé tout le monde,
tout au long de l'histoire, ça relativise énormément le crime contre l'humanité, puisque tout le monde a commis des crimes contre l'humanité, comme il n'avait certainement jamais eu un seul livre, même pas peut-être le Malais Isaac aujourd'hui, puisque je pense que personne. Enfin, des livres de ce type, en ligne, même, je pense qu'il est même passé à travers les gouttes, puisque moi, je sais pas, j'avais l'impression d'avoir appris au lycée déjà que c'est vrai que la France, quand j'étais au lycée, dans ces années-là, la France était en train de quitter l'Algérie, ou l'Algérie était en train de quitter la France, et on apprenait ça comme ça, c'est-à-dire la France décolonisée. Mais je savais déjà qu'il y avait d'autres pays qui avaient colonisé l'Algérie avant. Et on a un président de la République aujourd'hui, comme beaucoup de Français, jeunes, au-dessous de 50 ans peut-être, à cause de l'enseignement, qui ne savent pas que l'Algérie a été colonisée par les Ottomans. Ça va être moins sympa d'ailleurs que la France, je pense qu'ils ont laissé moins de par les Romains, par toute série par les Égyptiens aussi, bon bref, ils ont été colonisés par tout le monde. Oui, par les Égyptiens, bien sûr. Mais bon, en tout cas, les Ottomans, les Romains, les Ottomans, ça dure un certain temps, et les occupations ottomanes, c'est pas très sympa. Et donc, le sujet, c'est qu'on apprend que la France est un pays abject, et c'est ça qu'on apprend aux enfants, et c'est ça qui ressort quand je parle avec les petits-enfants. Je suis là, j'ai des petits-enfants, mais même les enfants, j'ai des enfants qui sont encore assez jeunes, qui étaient au lycée il n'y a pas si longtemps, et ça m'intéresse toujours de savoir ce qu'ils apprennent. Ils sont horrifiés par ce que la France a fait. Bon, il n'y a pas que ça, c'est tout. Bon, on est passé d'un extrême à l'autre, c'est sûr que Malais Isaac c'était un peu nunuche, et non, c'est pas tout à fait l'histoire. Donc, et si tu veux, parce que pour finir sur l'interruption, c'est que je pense que le salut peut venir aussi de ces jeunes issus de l'immigration. Je suis frappé de voir comme certains aiment la France et aiment plus la France que les Français. C'est-à-dire, la liste est longue, hein, Amin El Khatmi par exemple, des gens comme ça, Fatia Bougag Adjel, non, j'arrive pas. Je suis désolé, j'ai fait une petite anesthésie hier, enfin même une grosse générale, et vu mon âge, maintenant ça commence à être emmerdant. Hier j'ai fait une conférence, et à un moment donné je parlais en anglais, c'est ma langue maternelle, et j'étais très embêté, et là j'ai vu que ça m'améliore déjà. Je ne parle pas en anglais, et puis là de temps en temps, ça déraille, ça part en vrille, parce que bon. Je propose, si vous en êtes d'accord, que la parole revienne à la salle s'il y a des questions. Est-ce qu'on peut contrôler l'information pour lutter contre ce délit aujourd'hui? L'information, elle est incontrôlable. On se rappelle de Perfit qui convoquait les présentateurs du JT qui leur disaient voilà ce que vous allez dire ce soir. C'est l'histoire ancienne, hein. Il y avait une chaîne, noir et blanc, etc. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment contrôler l'information? C'est impossible. Ah non, c'est pour ça que le sujet, je dis, c'est pas le contrôle, puisque c'est vraiment l'autocontrôle, c'est-à-dire le corset qui est sur. Enfin, oui, il y a une sorte de couvercle qui est posé sur les médias, et rien ne doit y passer. Et c'est ça le sujet, parce que le contrôle, non, le contrôle, il n'y a pas de contrôle, c'est-à-dire que, de toute façon, ce petit robinet d'eau tiède, cette bien-pensance, comme ça, qui est déversée à longueur d'antenne, il n'y a pas un grand Manitou derrière, comme effectivement Perfit pouvait l'être, pour dire faites ceci, faites cela, etc. C'est pas comme ça que ça marche. Ça marche naturellement, c'est-à-dire il vient à personne l'idée, pour revenir à l'histoire du pogrom de 2014, de dire bah, il faudrait peut-être faire un gros sujet. En plus, il y avait tout ce qu'il fallait. Alors des images, ils aiment bien ça, les images avec les voitures qui brûlent, les magasins qui brûlent, il y avait tout ça. C'est un bout de ville dévasté, mais non, justement, c'est le même réflexe. Il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas en parler, etc. Tout ce qui est important, de toute façon, on ne va pas en parler. Et puis, si c'est un sujet de politique étrangère, effectivement, ce sera toujours dans le même sens. One-sided, allez hop, il n'y a pas de problème. Il y a les bons, les méchants, il n'y a même pas besoin de bosser. On sait, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ce qui me frappe, je ne suis pas là pour donner des leçons, hein, mais je pense que votre communauté ne réagit pas assez. Et je remarque aussi la même chose dans la communauté arménienne, qui est dans de graves difficultés. Et finalement, la seule communauté qui réagit aujourd'hui, c'est intéressant de voir parce que c'est peut-être la moins sophistiquée, pour des raisons historiques, c'est la communauté kurde. J'ai toujours été proche de cette communauté. C'est une communauté qui est en panique. Hein, c'est vraiment ce qui leur arrive est juste c'est une succession de catastrophes annoncées. Et cette communauté-là, finalement, elle se bat bon, avec les moyens du bord. Elle n'en a pas.
mais au moins elle se bat. Et j'ai le sentiment dans la communauté arménienne, comme dans la communauté juive, c'est qu'on on essaie de regarder ailleurs, alors qu'il y a quand même un grand mur qui s'avance, lentement mais sûrement. Moi je voulais dire que quand on réagit en tant qu'individu, on vous dit « Ah mais oui, vous êtes de l'extrême droite, vous êtes fasciste, vous êtes négationniste, etc. » Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de réagir à l'encontre de ce que disent les médias. Ah oui, alors... Qu'est-ce que tu dis? Et qu'est-ce que vous en avez à foutre? Non mais ça... Attendez, moi, je suis le juif, je m'en fous, c'est toujours... Je ne fais pas des trucs... Qu'est-ce que... Ou alors, oui, je me fais traiter de fasciste aussi, régulièrement. Et pourquoi tu as rejoint l'extrême droite? Qu'est-ce que j'en ai à foutre, quoi? Et ça n'intéresse pas, faut pas se laisser... ça, c'est le terrorisme intellectuel de cette extrême gauche, parce que c'est quand même ça aujourd'hui. Le terrorisme intellectuel fait que si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes un tant soit peu en désaccord avec Mélenchon ou avec Madame Bono ou Madame Simonet, vous allez tout de suite apparaître comme quelqu'un d'extrême droite. Et alors moi, à ce moment-là, je viens d'extrême droite, franchement. Le premier malaise que nous avons ressenti, c'est le malaise de Toulouse, où les juifs français se sont sentis abandonnés par la France. Ça, c'est le premier malaise. En 2008, le Blibrit d'Antony, qui avait jumelé avec Sderot, a envoyé une délégation à Sderot. Et à Sderot, on demandait au maire ce qu'ils avaient besoin. Le maire a dit « J'ai besoin que vous veilliez avec un journaliste qui décrive la situation de nos habitants à Sderot. » Nous n'avons trouvé aucun journaliste pour venir avec nous à Sderot. La seule chose que nous avons trouvé, la correspondante du Monde et du Paris Match, qui était à Jérusalem, qui a dit non, je ne viens pas à Sderot, mais venez me voir après votre visite. Ce que nous avons fait. Et il a répondu, je ne peux pas envoyer un article où Israël est victime, ça ne passerait dans aucune rédaction. Alors, que voulez-vous faire avec les médias? Ce que vous entendez là, d'abord c'est pas forcément comme ça, peut-être qu'ils n'ont pas proposé au journal. Hein. Vous savez, ouais. Peut-être que vous avez juste envie d'être tranquille, de passer un week-end tranquille. Là, on rejoindrait plus la ligne d'Emmanuel qui pense que voilà, ce sont les journalistes un peu fatigués. Moi, je pense que certainement ça joue, mais il y a aussi effectivement le fait de ne pas... c'est ça aujourd'hui dans une vie de société de plus en plus individualiste, où l'idée c'est de ne pas avoir de problème, pas avoir de discussion, pas... enfin, un certain nombre d'entre nous, on est un peu plus âgés, hein, c'est mon cas, je vais peut-être pas presque plus vieux que ça, peut-être. C'est dommage, ça fait de la peine, mais c'est vrai que je viens d'une époque où on s'engueulait facilement. Et puis on avait des convictions, et ça n'empêchait pas d'ailleurs de s'entendre parce qu'on avait des valeurs communes. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a même plus ces valeurs communes. C'est-à-dire que je pense toujours, ça m'amusait, l'exemple d'un député gaulliste que j'adorais, qui était Robert-André Vivien, et son grand ennemi, c'était Robert Ballanger, qui était communiste, qui était président du Conseil général de Paris. Ils s'engueulaient tout le temps. Ils s'engueulaient, donc là-bas ça va. Mais c'était les meilleurs potes du monde. Après, ils allaient à la buvette ensemble. Pas parce que c'était pas de l'hypocrisie, c'est qu'ils avaient des valeurs communes. Les valeurs communes, c'était la France, c'était le Val-de-Marne, le département. Vous voyez, ils arrivaient à se retrouver là-dessus. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. C'est-à-dire, on a le sentiment qu'il n'y a plus ces valeurs communes. Et donc, du coup, on évite aussi de s'engueuler trop. Et de toute façon, si vous êtes vous engueulez aujourd'hui, c'est vrai que vous avez tendance à être évacué du système. Ça, il faut connaître. C'est une espèce d'autocensure, mais si vous ne passez pas sur les fourches codines de l'autocensure, bah, vous pouvez être exclu du système, bien sûr. Peu à peu, comme ça, on va vous dégager lentement. Vous savez, il y a des pages de Tocqueville de l'Amérique où il explique qu'on va vers une tyrannie douce. On est un peu vers ça, dans un système, mais on peut le casser, le système. On peut juste simplement, en militant, en étant citoyen et en gueulant. Ce que vous dites là, moi je crois tout à fait à votre histoire. Qu'est-ce qui vous empêche de la raconter partout? D'engueuler, d'écrire, d'emmerder? C'est ça qu'il faut faire. Il faut faire ce que les islamistes ont fait et font. Je suis docteur d'une anthologie sur la Ve République et je voulais savoir si dans le travail de recherche exceptionnel que tu as fait, il y a quelques cas de déni que tu pourrais peut-être nous évoquer. Ah bah oui, c'est que ça. Moi j'ai envie de répondre à une question,
La question fondamentale, c'est comment on est arrivé là, nous, la France. Et justement, c'est là que je réponds à la question, c'est que je pense que le sujet fondamental de la France aujourd'hui, c'est le déni. Le déni de la situation. Alors, on parlait de déni sur l'antisémitisme, mais c'est un déni parmi d'autres. Je pense que la France est devenue une grande fabrique de déni, peut-être aussi à cause de son système de pensée, peut-être aussi à cause de ses médias d'ailleurs, avec ce côté étouffoir, où finalement on n'évoque jamais les vrais sujets, les sujets importants, parce qu'il ne faut pas favoriser l'extrême droite, donc on ne va pas parler de l'insécurité, on va même dire comme le ministre de la Justice que c'est un sentiment. Que l'insécurité, ce n'est juste qu'un sentiment. Donc, alors après, il y a des statistiques effrayantes qui sortent, mais c'est pas grave, c'est toujours qu'un sentiment. Et effectivement, là où on habite, nous, ici notamment, c'est évidemment, si on ressent l'insécurité, ce n'est qu'un sentiment. Mais dès qu'on se déplace un petit peu, aux marges de Paris, ou qu'on va dans certaines villes de province, on voit très bien que ça ne peut pas être un sentiment, c'est une réalité. Et d'abord, de toute façon, il suffit de regarder les chiffres. Et donc, il y a une succession, un empilement de déni. Il y a d'abord un vrai déni qui est une forme de déclin. C'est un mot absurde parce que le déclin, il s'arrête quand on décide qu'il s'arrête. On peut dire, dans ses premiers tomes, De Gaulle, il a arrêté le déclin avec le sursaut, puisque c'est le premier tome, parce que De Gaulle, il a, en 1958, pris le pouvoir dans des conditions pas terribles, en faisant croire qu'il allait faire l'Algérie française, alors qu'il avait l'intention de faire vraiment le contraire, tout le coup. Alors il ne fallait pas le dire non plus. Ça aussi, c'est encore un déni. C'est encore un déni. Et tout montre qu'il est décidé à faire l'indépendance. C'est ce qu'il fallait faire. Il avait raison. J'ai bossé, j'ai publié. Il y a un nombre de déclarations incroyables. De toute façon, ça finira par l'indépendance. De toute façon, ça ne peut pas marcher. De toute façon, les Français sont les Français, les Arabes sont les Arabes. De toute façon, sinon, ça finira comme Colombier les deux, avec Colombier les deux mosquées. Finalement, enfin, l'eau et l'huile, vous pouvez toujours mélanger. De toute façon, à un moment donné, ça va se séparer. Enfin, c'est toute la journée, mais il y en a plein. C'est que ça. Et donc, ça, c'est. Et donner un exemple, c'est-à-dire que je pense que la France est vraiment presque la mère patrie, la grande fabrique des dénis, sur tous les peuples, évidemment. Bon, De Gaulle, t'es un grand spécialiste, puisqu'il avait quand même inventé la France s'est libérée tout seul, il n'avait pas besoin des alliés, c'est les Français tout seuls. D'ailleurs, la résistance, les Français ont été des résistants. Après, ils pensaient évidemment le contraire, puisqu'ils disaient sans arrêt la France, c'est un peuple. Enfin, ça n'a rien à voir avec les Britanniques, les Anglais qui sont si courageux. Bah, il avait pu le vérifier pendant la guerre. Et nous, bah, c'est un peuple intelligent, c'est vrai, mais les Français sont faibles, et lâches. Ça, il l'a dit, il a redit, il le pensait, quoi. Par rapport aux Allemands, par rapport aux Anglais. Et donc, le déni, quand je dis déni sur le déclin, c'est un effondrement économique qu'on ne peut pas reconnaître. Et donc, on ne peut pas régler les problèmes quand on ne les reconnaît pas. Quand on entend sans arrêt dire qu'on a un modèle social extraordinaire, bah oui, sauf que où va l'argent? Ça coûte un argent d'enfer, un pognon de dingue, comme dit Macron, mais en même temps, où est l'argent? Où se retrouve l'argent? Ben non. Ceux d'entre vous qui prennent le métro ont certainement découvert quelque chose de tout à fait nouveau. Moi, je n'avais jamais vu jusqu'à présent. Et je suis quand même sur cette terre depuis longtemps, et je fréquente le métro parisien depuis longtemps. C'est des incidents techniques. C'est-à-dire, c'est des boulons qui sautent, je sais pas, on est vraiment à Moscou, on est en Union soviétique. Ça rappelle les années 60 à Moscou, c'est pas la France, c'était pas comme ça, c'est pas vrai. Quand le métro était arrêté, c'est parce qu'il y avait, comment ils appelaient ça, des incidents de personnes, ou c'était des suicides, mais pas des boulons, ou des, je sais pas quoi, des pannes, donc ça, c'est la France d'aujourd'hui. Et donc, vous savez, c'est très simple, on était dans les 5 plus grande puissance au niveau économique par habitant, hein, la richesse nationale par habitant, on était dans les 5 premiers avec la Suisse, la Suède, enfin les rois du monde en 1973, pendant ces années, début des années 70. Et on est tombé, il y a quelques années, au 26e rang. Et je pense que d'ici la fin de l'année suivante, on sera peut-être au 35e rang. Ça va très vite. Hein, on voit cette école-là, on la sent. Et de toute façon, quand on parle du déni, parce que bon, le déni, par exemple, je parlais tout à l'heure en commençant, le déni sur le pogrom de Sarcelles.
Mais le déni sur le déficit du commerce extérieur, c'est fascinant. On est à 150 milliards de déficit et personne n'en parle. Ça ne fait pas les titres des journaux, ça fait des petits titres comme dans Le Monde, en dernière page, ça n'intéresse personne. Mais pourquoi? Parce que c'est effrayant. Et si c'est effrayant, il faut se réunir autour d'une table, désigner des gens pour régler le problème et les régler. Les problèmes, ils se règlent. Mais bon, Macron est très occupé par sa com, je comprends très bien, mais il pourrait déléguer ça à d'autres personnes. Réglez-moi ça, ce que vous avez fait drôle d'ailleurs. Convoquer des gens, voilà, vous allez faire ça, apportez-moi des solutions. C'est pas de la politique, c'est pas juste de nommer des comités modules pour éviter de prendre des décisions, c'est aussi de nommer des personnes qualifiées pour décider de ce qu'il faut faire. Et plus rarement, il y a des choses exceptionnelles qui ont été faites dans l'histoire récente de France. Et pourquoi ne pas recommencer ça? Donc quand je parle de déni, c'est ça, c'est une espèce de déni global, général, et qui est insupportable parce que c'est ça qui nous précipite dans le déclin. Le déclin, il est inéluctable si on ne prend pas de décision, si on laisse faire, si on dit circuler, il n'y a rien à voir, c'est ce qu'on dit, c'est ce que disent d'ailleurs les politiques, les médias, et puis même, je dirais, l'extrême gauche et l'extrême droite, parce que je ne sais pas très bien, je ne comprends pas très bien leur discours. De toute façon, l'extrême gauche n'a pas de solution, en dehors d'aboyer, et l'extrême droite, de toute façon, bon, elle attend que ça se passe en espérant que le pouvoir va tomber dessus tout cru. On fait partie d'un groupe sur les réseaux sociaux qui essayons tout le temps de défendre Israël. Par exemple, il y a les 15 journaux comme Libération, Le Monde, Nouvelle Obs, qui font des articles quotidiens sur Israël en disant toujours des phrases très graves. Israël colonisateur, on est tout le temps dans le mauvais camp, comme vous avez dit. Donc nous essayons à chaque fois de faire des commentaires, puisqu'on a le droit de faire des commentaires sur les articles des journaux, en rétablissant la réalité historique. Non, les Juifs sont en Israël depuis plus de 3330 ans, tout ça. Il y a bien sûr tous les BDS et tous les islamistes qui nous disent « vous êtes des menteurs, vous êtes arrivés en 48, vous avez volé la maison des Palestiniens, blablabla ». Donc on est toujours en train de s'engueuler 24 heures sur 24. Mais ce que je ne comprends pas, vous avez parlé en fait des journalistes qui ont toujours la même position, donc Israël est méchant, et vous avez dit qu'ils ont peur d'être exclus. S'ils disent la vérité ou s'ils tiennent un même discours, mais exclus par qui en fait? Non, c'est peu à peu déporté vers la sortie, mais en douce, gentiment, parce que justement ils rompent cette espèce d'équilibre, d'harmonie, mais en même temps, quand vous faites ce que vous faites, vous les perturbez parfois, parce que de temps en temps vous allez tomber. Oui, mais de temps en temps vous allez tomber sur des trucs, parce que bon, la bonne affaire elle tombe pas comme ça, c'est pas tous les jours, c'est pas tous les 15 jours non plus. De temps en temps vous avez un vrai truc, il y a des vrais scandales quand même. Et ces vrais scandales-là, quand vous les mettez en lumière, bah, vous créez des problèmes. Donc c'est ça qu'il faut faire aussi, c'est-à-dire le harcèlement quotidien, c'est important, mais en même temps c'est aussi de temps en temps, dépioter vraiment un exemple de triche journalistique, parce qu'il y a ça aussi, quoi. Mais oui, de temps en temps, prouver que c'est faux, parce qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a des gens qui font ce boulot, d'ailleurs, il y a des tas de livres qui sortent régulièrement sur toutes les fake news, notamment, il y a un spécialiste dans la presse internationale, c'est The Guardian, par exemple. Bon, bah, ça se démonte facilement, et souvent, il faut le faire aussi avec drôlerie, il faut amuser. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on veut travailler. Et puis, c'est pas perdu d'avance. Il faut harceler, il faut se moquer, il faut avoir un ton de toute façon, et puis surtout, de temps en temps, quand il y a une belle affaire, il faut la démonter. Est-ce que vous avez constaté le même déni dans les autres pays d'Europe, et qu'il n'y a plus de débat finalement, il n'y a plus d'intérêt à faire un débat en France? Est-ce qu'il y a encore un intérêt à faire un débat en France, et deuxièmement, de quoi ils ont peur? Bah, je pense qu'il y a un intérêt à faire un débat en France, et d'ailleurs dans tous les pays européens, parce que ce phénomène, il n'est pas proprement français, c'est pas vrai. Vous avez le même phénomène en Grande-Bretagne, je parlais du Guardian, mais aux États-Unis, le New York Times a beaucoup évolué, c'est plus du tout le New York Times d'autrefois, c'est-à-dire il est beaucoup plus militant. Mais ça, ce sont les queues de comète de la vague woke, enfin, les
queue de comète, non, c'est pas la fin, hélas, mais oui, il y a une espèce de mouvement, je le disais tout à l'heure, il y a le bien, il y a le mal, et puis à partir de là, c'est vrai que c'est difficile de changer de camp, puisque le mal est toujours supposé être dans un camp et le bien dans l'autre. Donc c'est lui qu'il faut faire bouger. Et vous le faites, je le répète, par le harcèlement. Le harcèlement, je vous signale quand même que ça a bien marché, toutes les histoires sur l'islamophobie, ça a bien marché quand même pendant une dizaine d'années. Ça a bien marché, ça a terrorisé aussi. Donc je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire comme ça. Et en montant en épingle toutes les fake news qui sortent quand même régulièrement. Et en démontant et en se moquant. Et c'est ça, c'est très... Alors d'autre part, les journalistes ont peur. Je dirais qu'ils n'ont pas peur de se faire virer, mais ils ont peur de ne plus être dans le... Il y a, c'est vrai, un côté beaucoup plus moutonnier dans la presse aujourd'hui, moi je le répète, mais c'est sûr que dans les années 70, quand j'ai commencé, même à la fin des années 60, c'était bien vu de faire des pas de côté, de ne pas être dans le moule. Moi, j'étais jamais été dans le moule. Et je m'en suis très bien sorti, parce que tout de suite, j'étais repéré, et puis voilà, et j'étais pas le seul. Et aujourd'hui, c'est sûr, quand on sort du moule, c'est plus compliqué. C'est plus facile, j'ai l'âge que j'ai, de toute façon, je dis ce que je pense. Et je plains souvent les petits jeunes dont je vois le regard, je sais qu'ils pensent que moi, et qui n'osent pas, parce qu'ils ont peur que toutes les portes se ferment, de ne plus trouver de boulot, de gêner. Vous voyez, moi, je suis le vieux mec, voilà, je continue à battre les estrades, à raconter mes trucs, parce que j'y crois. Mais la nouvelle génération, elle est quand même sensible à l'énorme puissance, je répète, de cette bien-pensance. C'est un vrai mot, la bien-pensance, c'est un truc qui existe en France et qui n'existait pas à ce point il y a 30 ans, 40 ans, c'est pas vrai. Il y a des gens qui pensaient des choses différentes. Et je répète, qui s'engueulaient et après qui se retrouvaient ensemble parce qu'ils aimaient la France, ou ils aimaient leur ville, ou il y avait quelques valeurs communes, et puis ils aimaient la République. Aujourd'hui, les gens ils n'aiment pas la France, mais est-ce qu'ils aiment la République? Je ne sais plus. Vous voyez ce que je veux dire? On sent aussi une absence de valeurs communes. Et moi, je trouve que c'était presque le plus préoccupant, parce que après, ça va être aussi notre passé, notre patrimoine, enfin, tout ça, le patrimoine, on dit, oui, les églises, c'est pas grave, puis après, on va dire, le château, c'est pas grave, enfin, vous voyez. Il y a une autre chose qui peut-être est l'explication du déni en France aussi, c'est que la France, progressivement, est devenue une république des fonctionnaires. Au cours des 40 dernières années. Et là, le délit, c'est quelque chose qui fonctionne pas. Ne serait-ce qu'avec les inspecteurs des finances qui truquent les budgets, etc. etc. Voilà. Donc, c'est peut-être un aspect des choses qu'il faudrait examiner. Nous sommes dans un pays qui, malheureusement, est en train de ne plus assumer son histoire et même de la trahir. Et d'autre part, un pays qui oublie sa mémoire. On est dans une longue glissade jusqu'à une espèce de regret d'avoir été la France au lieu d'assumer ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait en bien ou en mal. Mais c'est pas. Aujourd'hui, c'est elle qui est victime du colonialisme et non plus les colonisés qui sont victimes de la France. Et j'aimerais, pourquoi je vous dis ça, c'est que vous représentez honorablement une profession qui n'est pas seulement mise en accusation par moi-même, mais peut-être par d'autres, mais les politiques aussi, une espèce de relais ou de relayage entre les politiques et une certaine média qui sont là pour... Quand je dis trahir la France, c'est un mot qu'on va dire d'extrême droite, etc. C'était pas vrai. C'est-à-dire une histoire de la France. L'histoire de la France, elle est l'histoire de la France. Elle n'est pas l'histoire d'une autre France qu'on aurait voulu être, qui n'est pas... Elle est celle qui existe, elle est celle de Pascal, elle est celle de Voltaire. Et nous qui avons entendu les paroles de Clermont-Tonnerre, qui disait que tout, dans la maison, avec nos pipotes et nos talettes et nos téfilines, est dehors comme un Français. Pourquoi c'est pas pareil pour les communautés musulmanes? Pourquoi pas? Pourquoi? Parce qu'on a peur de quoi? On a peur de soi-même, on a de son nom. Voilà ce que j'appelle un déclin de la France. C'est la dernière phrase qui me fait réagir, parce que c'est ça le souci aussi, c'est la peur. Je dis ça aux amis journalistes, n'ayez pas peur. Alors c'est vrai que parfois c'est compliqué, parfois on va vous déporter vers la sortie peu à peu, mais n'ayez pas peur, il faut se battre. Et puis je dirais, moi j'ai toujours ce métier, d'abord ça consiste
Moi, j'ai toujours, quand des petits jeunes viennent me dire mais comment il faut faire, ben, je dis surtout, il ne faut pas faire carrière, et puis se dire que demain, peut-être on sera viré, et à ce moment-là, on fera chauffeur de taxi, ou on vendra des fruits et légumes. Quand j'avais 40 ans, franchement, j'avais cet état d'esprit. Et je pense que cet état d'esprit a un peu changé. Peut-être c'est à cause de ce que vous avez dit sur la République des fonctionnaires, le côté stabilité, le côté... c'est vrai que les années 60, de ce point de vue, étaient très différents, l'état d'esprit était différent. Aujourd'hui, il y a une espèce de besoin de stabilité, le temps de travail est très réduit, etc. On est dans un autre système. La presse ne va pas vous relayer. Envoyez vos trucs au monde, ils n'ont rien à foutre, ils ne doivent pas les lire. Mais vous pouvez vous adresser aux gens individuellement par les réseaux sociaux. Ils sont là pour ça. Et ça marche très bien. Et ça marche très bien. Oui, ça marche très bien. Pourquoi l'un des hommes les plus riches du monde, l'homme le plus riche du monde, il y a quelques temps, Elon Musk, pourquoi il a acheté Twitter? Je vois très bien. C'est infantile. Et c'est incroyable d'ailleurs qu'un type avec cet argent soit aussi infantile. Ça peut arriver, mais là, je ne savais pas que ça se voit. En fait, c'est pour faire des tweets. Là, il bombarde le système de tweets parce que voilà, il veut s'adresser aux gens. Ça, vous pouvez le faire, ça. Vous mettez tous sur Twitter et vous tweetez sans arrêt. Et vous retweetez et puis vous assassinez des gens avec des bonnes... C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça que vous y arriverez. Et c'est pas effectivement en envoyant des communiqués comme autrefois à la presse. De toute façon, ils ne seront pas lus. C'est pas comme ça qu'il faut agir. Il faut emmerder. Il faut faire une petite manif. Il faut envahir, interrompre des réunions, enfin des petites choses comme ça. Et voilà, les féministes savaient très bien faire ça à une époque, ça marchait bien. Nous ne sommes pas des gens fragiles. Nous sommes des gens qui avons tellement l'amour de la France, de la République et de sa force régalienne que nous avons peut-être trop attendu avant de commencer à réagir, que la France et ses institutions se saisissent des problèmes que nous avions. Et peut-être avons-nous été trop sages, trop citoyens, trop respectueux des institutions. Et aujourd'hui, nous paraissons fragiles, aujourd'hui, nous paraissons inactifs, mais en réalité, nous ne le sommes pas. Mais nous sommes en grande partie abasourdis par l'état de déliquescence de l'exercice du droit et de la République. Et nous sommes maintenant en train de terminer d'ingérer, de comprendre ça. Et je pense que nous, ici, et les prochaines générations de juifs militants seront imprégnés de cette défaillance de l'État que nous n'étions pas capables d'anticiper. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais je voudrais bien sûr remercier France de sa franchise, de son analyse, et vous inviter à lire son anthologie. Un grand merci encore. Et on les aura. Absolument, nous les aurons parce que nous avons raison.